alimentaire. L'objectif, c'est bien que tout le monde puisse se nourrir en quantité et en qualité suffisante dans un contexte aujourd'hui où on pressent, une forte hausse des besoins alimentaires, avec une, démographie, mondiale qui augmente, des évolutions, de régimes qui évoluent et qui nous laissent attendre, un doublement des besoins à horizon 2050. Et ensuite, si on prend la deuxième bulle, les enjeux, socio-économiques, l'alimentation, c'est aussi des enjeux, culturels. Comme on le sait tous, enfin, ce qu'on mange, ça fait partie de notre identité et avec tous les enjeux de plaisir et de convivialité qui y sont associés et dont il faut tenir compte aussi dans les dispositifs qu'on met en place. Il y a des enjeux aussi d'accessibilité. Au niveau des consommateurs, on constate une précarité alimentaire qui augmente globalement, qui est en hausse, depuis la crise covid. Et si on regarde de l'autre côté, de la chaîne, plutôt, côté production, on a aussi, des enjeux, de juste rémunération aussi des producteurs et notamment des agriculteurs, chez qui on constate une précarité économique aussi importante. Un enjeu, qu'il faut avoir en tête aussi, c'est l'enjeu de souveraineté alimentaire. On l'a vu, aussi avec la crise covid et puis la guerre en Ukraine. Dans un monde où on a aujourd'hui des échanges alimentaires qui sont très mondialisés, on voit que les crises peuvent, provoquer des ruptures d'approvisionnement, importantes qui nous font prendre conscience de notre niveau de dépendance, aux importations sur certains produits alimentaires. Et une façon de le mesurer, c'est de regarder, ce qu'on appelle notre empreinte sol, donc c'est-à-dire, la quantité de sol qu'on mobilise pour répondre, à nos besoins, alimentaires, à notre consommation alimentaire. Aujourd'hui, c'est 40 des sols qu'on mobilise qui sont des sols, en fait, importés et qui nous permettent de répondre, à nos demandes, notre demande en produits exotiques, mais pas que, à un certain nombre de produits qu'on importe. Notamment, les légumes, on en importe, beaucoup, que ce soit, la tomate, le concombre, mais aussi des fruits. Et puis, en termes d'empreinte environnementale et d'enjeux environnementaux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, 90 de notre alimentation provient des sols agricoles et aujourd'hui, bah, l'agriculture, elle est, sous, différentes pressions. D'abord, elle doit évoluer pour répondre, à la demande alimentaire, avec des attentes de la société qui évoluent. Elle doit aussi, répondre à une augmentation de la demande pour d'autres usages, des usages non alimentaires, de matériaux, de production d'énergie. Et puis, il y a des attentes fortes aussi, des citoyens qui sont, exprimées sur la réduction des impacts environnementaux de l'alimentation, pour, réduire, mieux préserver la qualité de l'air, la qualité des sols, de la biodiversité, de la ressource en eau, qui vont être directement impactés par, les pratiques agricoles qu'on met en place, les choix de pratiques culturales, en termes d'usage de pesticides, de mécanisation et cetera. Et puis le dernier point aussi que je voulais rappeler, c'est que, heu enfin, enfin oui, non, ça rejoint l'enjeu de souveraineté alimentaire, mais c'est qu'on a effectivement, on a cette question d'import-export qui joue beaucoup sur, les produits agricoles qu'on consomme et enfin, on a cet enjeu aussi d'adaptation au changement climatique et l'agriculture, est le premier secteur impacté avec, on s'attend à des successions de mauvaises saisons, de canicules et de sécheresses qui vont impacter, la production agricole à la fois, en quantité, et en qualité, dans les années à venir. Alors, sur cette slide, je voulais faire un focus, sur, les enjeux carbone et une bonne façon de l'approcher, c'est de regarder, l'empreinte carbone, d'un individu, c'est-à-dire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées à sa consommation et donc ce qui permet de traduire, notre contribution, individuelle, on va dire, au réchauffement climatique. Et donc, si on regarde l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est à peu près 9 tonnes par an en 2019. Et quand on regarde les grandes masses, on voit que donc le rectangle jaune qui représente, l'impact de notre alimentation, ça représente un quart de notre empreinte carbone et donc au même titre que, l'habitat ou le transport. Donc c'est intéressant à retenir, quand on parle des leviers pour réduire, notre impact carbone. C'est vrai qu'on pense beaucoup, aux enjeux d'habitat, d'isolation ou d'évolution de nos modes de transport, mais finalement ce qu'on met dans notre assiette a aussi, un impact, important.
Si on regarde un petit peu plus précisément, quelles sont, les sources, de ces impacts, on peut voir que cette empreinte carbone, elle se répartit, enfin, elle est portée, à 70 presque par la phase agricole. Donc c'est-à-dire quand on regarde, du champ à l'assiette où se situent ces impacts, l'étape agricole est très, très, importante et c'est lié à 2 raisons principales. C'est tout ce qui est lié à l'élevage. En fait, c'est principalement la rumination, en fait, qui génère, beaucoup de méthane, qui est un gaz à fort pouvoir réchauffant et qui a un impact, fort sur, notre empreinte carbone. Et puis, l'autre gros levier, c'est aussi l'utilisation d'engrais azotés. Leur utilisation, ça génère, du protoxyde d'azote qui est aussi un gaz à pouvoir, réchauffant important et donc finalement, ça permet de faire ressortir, 2 leviers importants sur, cette étape agricole. C'est finalement le choix des aliments qu'on met, donc, par exemple la part de produits animaux et puis, le type de pratique derrière et notamment la part d'engrais azotés pardon, qu'on mobilise, ça impacte directement, l'empreinte carbone et donc l'impact, environnemental de notre alimentation. Et si on regarde le reste des étapes, on voit que la deuxième grande étape impactante, c'est le transport. Donc effectivement, heu, la façon dont nos aliments voyagent, leur origine et les distances qu'ils parcourent, ça a un impact aussi, important sur l'empreinte carbone de notre alimentation. Un petit focus sur, la viande parce que dans les messages qu'on porte à l'ADEME, on met souvent en avant le levier de réduction de la consommation de viande et donc ça, c'est des graphiques qui permettent de bien illustrer, et bien objectiver, cet enjeu-là. On voit à gauche, l'impact, l'empreinte, carbone de différents, régimes alimentaires et on voit que finalement entre un végétarien et un omnivore, c'est-à-dire un gros mangeur de viande, ce qu'on a appelé l'omnivore 170 grammes, c'est une personne qui mangerait, 2 portions classiques de viande, par jour. On peut avoir un impact carbone qui va de 1 à 3. Donc on a vraiment un gros enjeu autour de sa viande, de cette consommation de viande et tout particulièrement de la consommation de viande rouge. Du coup, sur cette slide-là, j'ai synthétisé en fait les grands leviers qu'on identifie pour réduire l'impact, carbone de notre alimentation, que ce soit, à l'échelle, individuelle à une échelle plus collective. Donc le 1er levier, ça va être tout ce qui est autour de nos régimes alimentaires, donc rééquilibrer nos régimes alimentaires pour qu'ils soient plus sains et plus sobres en carbone. Derrière, ce qu'on entend, c'est d'abord, ajuster les quantités aux besoins. Aujourd'hui, on est globalement en surconsommation, protéique et calorique, hein, en moyenne, ce qui a des impacts, sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Donc on a vraiment matière à réajuster nos besoins. L'enjeu qui va avec, c'est de réintroduire, des protéines végétales. Aujourd'hui, on consomme, environ, 1/3 de protéines d'origine végétale pour 2/3 de protéines animales et les recommandations, scientifiques, que ce soit l'OMS ou la FAO, militent plutôt pour un rééquilibrage, être au moins à 50 de part, de protéines, d'origine animale et 50 de part de protéines végétales. Et sur, un plan nutritionnel, on peut aussi avoir en tête qu'on a un quart de la population qui mange trop de viande, c'est-à-dire au-dessus des recommandations maximales, qui sont préconisées, par l'ANSES. Le 2e point, c'est, la question de la réduction de la consommation des produits à fortes empreintes. Donc ce qu'on entend par là, c'est tous les produits, qui ont un impact important et notamment les produits, importés ou les produits, qu'on consomme hors saison. Donc si je prends, un exemple, c'est un exemple assez, parlant, c'est l'exemple de la tomate. Aujourd'hui, dans la tomate fraîche qu'on consomme, 48 de la tomate fraîche qu'on consomme est importée, alors que c'est quelque chose c'est quand même un produit qu'on sait très bien produire chez nous, mais importé pour répondre à une demande, hors saison.
Et si on continue sur la question du hors saison, dans la part qui est produite en France, on a aussi une partie, qui est produite hors saison, sous serre. Il faut savoir qu'une tomate produite sous serre chauffée, pardon, elle peut avoir jusqu'à 10 fois l'impact d'une tomate, produite, en saison, sous serre non chauffée. Donc voilà, je pense que tout le monde le sait et pourtant, quand on regarde les chiffres, en termes de produits importés et en matière de légumes et de fruits, non exotiques, on voit qu'on a vraiment matière, à réduire ces produits-là et puis c'est vrai aussi pour la viande où on a des taux d'importation qui sont importants, que ce soit la viande de bœuf, de porc ou de volaille. Donc le deuxième grand levier, c'est, le tous les enjeux qui sont autour de la qualité, des produits alimentaires qu'on consomme. Donc, le levier, c'est bien d'aller vers des productions alimentaires à plus forte valeur environnementale, donc des produits à plus bas intrants et notamment, moins de consommation d'engrais de synthèse ou de pesticides, hein, donc aller vers des produits tendre vers des produits bio et puis, contribuer aussi, enfin, consommer des produits aussi qui sont, locaux ou issus au moins du territoire national, pour, voilà, contribuer à relocaliser la production, aller vers des produits qui voyagent moins aussi. Et donc le dernier grand levier, c'est la réduction, des pertes et gaspillages. On a un vrai enjeu, à réduire, ce gaspillage et pour redonner une vraie valeur à l'alimentation et ça Laurence détaillera après. Hem, Ce qu'on voulait mettre en avant aussi dans ces leviers, c'est que, pour nous, c'est important d'essayer de les approcher, de façon, conjointe ou au moins, d'essayer d'aller, sur, les 3 leviers. Souvent le dernier, le levier de la réduction du gaspillage alimentaire, c'est souvent un premier pas dans la porte qui permet, de sensibiliser, d'entrer dans la démarche, de générer des économies et qui derrière peuvent aussi, amener à une démarche un peu plus large pour, se questionner aussi sur l'équilibre des régimes et puis sur la qualité des produits, qu'on met dans notre assiette. Alors, pour terminer sur les enjeux, une dernière slide, où on voit en fait finalement les différents maillons de la chaîne, agroalimentaire, du champ à l'assiette et l'idée c'était de montrer qu'on a vraiment une forte interconnexion entre ces différents maillons et que c'est important, quelque part que l'ensemble des acteurs, se mobilisent, ensemble pour pouvoir, permettre d'impulser, des dynamiques collectives, hein. On sait qu'effectivement, on a une grosse partie des impacts qui se situent à la phase agricole, mais la production peut difficilement, changer, sans l'offre et du coup, nous à l'ADEME, on aime bien accompagner, la mise en place des projets alimentaires territoriaux, qui sont justement des projets, qui ont vocation à offrir des cadres, collectifs d'action pour l'ensemble des acteurs pour favoriser des transitions alimentaires. Et c'est vraiment un cadre, où on invite tous les acteurs à s'inscrire parce que ça permet de se mettre en réseau avec les autres acteurs et puis de s'inscrire dans ces dynamiques collectives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 400 PAT qui sont accompagnés dans les territoires, et que ça représente maintenant, 3/4 de la population française donc voilà, il couvre quand même une bonne surface. Heu, Si je passe ensuite, aux enjeux Egalim, au cadre réglementaire. Donc aujourd'hui, le cadre réglementaire, il est défini par 3 lois successives, hein. C'est la loi Egalim en 2018 et puis également la loi AGEC en 2020 et la loi, Climat et résilience de 2021, qui sont venus, renforcer ou compléter, certains aspects du cadre, mis en place dans Egalim et qui du coup, offre, à L3 un cadre, ambitieux pour faire évoluer les pratiques, de la restauration collective. Donc on identifie, 5 grands axes, heu, avec différents objectifs. Le premier c'est tout ce qui a trait aux approvisionnements. Donc là, l'objectif, principal, c'est celui, d'avoir dans les approvisionnements 50 de produits, durables, et ou de qualité.
dont 20 de produits bio. Donc dans ces produits durables, j'ai mis quelques exemples, à travers les logos. On a un certain nombre de produits labellisés, les produits sous signe de qualité, label rouge et cetera, et puis, les produits bio, pour lesquels il faut un minimum de 20. Donc ça, c'est une obligation depuis, le 1er janvier, 2022 pour l'ensemble des établissements de restauration collective publique. Peut-être qu'on a moins en tête, dans ces objectifs sur les approvisionnements, c'est qu'il y a un deuxième objectif assez ambitieux qui arrive à partir de 2024. C'est que spécifiquement sur la viande et les poissons, ce taux, de produits, durables ou de qualité devra atteindre, 60. Donc l'objectif augmente un petit peu, d'ici un petit peu plus d'1 an. Le deuxième volet, de ces obligations, c'est ce qui concerne la lutte, contre le gaspillage alimentaire. Donc tous les établissements ont l'obligation de proposer, enfin de réaliser un diagnostic, de lutte contre le gaspillage, enfin du gaspillage alimentaire. Une obligation aussi de passer des conventions de dons, dès lors que l'établissement, heu, a plus de 3 000 couverts. L'objectif, qui concerne, tous les établissements d'atteindre, 50 de réduction du gaspillage à horizon 2025, et il y avait la possibilité en 2022 et 2023 d'expérimenter aussi la réservation de repas pour, lutter contre le gaspillage. Le troisième enjeu, c'est la diversification protéique avec, un plan de diversification protéique à proposer dans tous les établissements de plus de 200 couverts. Il y avait des enjeux sur le repas végétarien, mais un repas végétarien par semaine, mais qui ne vous concerne pas parce que c'est un objectif pour la restauration scolaire. Ensuite, des enjeux autour de l'usage des plastiques. Hem, alors, l'objectif à horizon 2025, c'est d'avoir une suppression totale de tous les contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Alors j'ai tous les secteurs de la restauration collective publique ne sont pas concernés par cette obligation, et notamment dans les établissements de santé sont concernés uniquement, les services de pédiatrie, obstétrique et maternité et tout service de santé maternelle et infantile. Une interdiction sur les bouteilles d'eau du coup qui en plastique qui concerne pas les établissements de santé, et le dernier qui vous concerne, qui peut vous concerner, c'est s'il y a une vente à emporter qui est proposée par l'établissement, l'obligation de proposer des contenants, réutilisables. Alba, j'ai juste une question, sur la slide précédente, concernant la nature, des protéines végétales. Mmh. Quelle source de protéines végétales? Oui, Eh ben, alors exactement. oui, alors typiquement, une source, enfin des végétaux qui sont particulièrement riches, en protéines, ce sont les légumes secs, les légumineuses, donc tout ce qui va être, haricots secs, lentilles, pois chiches. Donc souvent on insiste, tout particulièrement sur ces sources-là parce que, elles ont vraiment, que des vertus, on va dire, à la fois d'un point de vue santé parce qu'elles apportent, beaucoup d'autres choses, d'un point de vue nutritionnel, des fibres et cetera, et l'ANSES recommande d'en consommer au moins 2 portions par semaine, et je pense qu'on en est tous, un peu loin aujourd'hui, et puis, aussi parce que d'un point de vue environnemental, elles sont particulièrement bénéfiques parce qu'elles permettent aussi, d'avoir des pratiques, agricoles plus durables puisqu'en plus elles contribuent aussi à fixer, de l'azote dans le sol qui servent aux autres cultures. Donc il y a vraiment un vrai enjeu, autour des protéines, et ce qu'on promeut, c'est d'avoir des assiettes équilibrées où on les mange pour que ces protéines soient bien assimilées, qu'on les consomme, en association avec des céréales, voilà, dans l'équilibre, dans l'assiette. Voilà. Je ne sais pas D'accord, si ça merci. ça répond à la question? Je suppose, mais on va te laisser poursuivre et par la suite, on verra. Ça marche, et du coup, oui, il y avait un dernier volet, pardon, que j'ai pas évoqué sur, ces obligations Egalim, c'était, le volet de l'information des convives. Donc maintenant, tous les sites, depuis le 1er janvier, 2022, ont l'obligation, d'afficher, 1 fois par an sur site et de le communiquer aussi aux convives, la part, d'approvisionnement durable, qu'ils proposent, dans leur restauration. Donc, les objectifs qu'ils ont atteints, l'année précédente.
Et d'autre part, dans l'affichage, on demande aussi de renseigner la part de produits locaux issus des projets alimentaires territoriaux. Alors c'est vrai que c'est pas une obligation d'avoir, il y a pas d'objectif en termes de produits locaux qui sont imposés, dans les objectifs Egalim. Par contre, on demande de proposer un affichage, heu, sur ce volet-là. Voilà, j'ai fait le tour. Ensuite, un petit focus sur les enjeux, spécifiques, du secteur de santé, enfin voilà, du secteur médico-social. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la restauration collective en France, ça représente 7 millions de repas par jour. Et si on regarde, les établissements de santé et le secteur social, médico-social, c'est 45 en fait, de ces repas. Et si on sort les crèches pour avoir seulement la santé et médico-social, on est à peu près 40. Donc il y a un vrai enjeu, sur ce segment-là. Avec, voilà, des questions, bien spécifiques. L'enjeu de pouvoir trouver le bon équilibre, entre, l'objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi, les enjeux de dénutrition qui sont spécifiques aux établissements de santé, hein, avec, 60 de patients dénutris, dont 40 dans les EHPAD. Les enjeux aussi, bien spécifiques de ces secteurs-là, avec la multiplicité de menus, de textures à proposer pour répondre à des besoins spécifiques, des patients. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est sur ces secteurs-là, on a une grande marge de progrès, on va dire, puisque c'est des secteurs où il y a encore, pas mal de choses à faire, sur les approvisionnements et la lutte, contre le gaspillage. Sur le gaspillage, Laurence y reviendra. On est assez loin des objectifs sur les approvisionnements en tout cas, hein. Et du coup, enfin, on perçoit que la mise en place d'Egalim, c'est aussi une opportunité, pour, voilà, avancer sur ces questions-là et puis aussi remettre, l'alimentation, au cœur du processus de soins. Du coup, pour terminer sur, ma partie, je voulais vous indiquer qu'on a un certain nombre de ressources à l'ADEME, qui peuvent vous être utiles. On a accompagné, le développement de plusieurs outils, des études, des partages d'expériences aussi, enfin ou des actions un petit peu exemplaires de différents établissements. Et donc on a une boîte à outils, Optiged, là vous avez, enfin vous aurez le lien à disposition qui vous permet, d'accéder, à toutes ces ressources. Vous allez trouver des guides, des outils, des MOOC et puis on a aussi une page, Agir, dont je vous ai mis le lien, qui est dédiée aux collectivités et qui fait un petit peu le tour de tous les accompagnements qu'on propose à l'ADEME. Heu, voilà et puis une dernière slide, c'était pour, évoquer rapidement quelques autres ressources qui peuvent vous être utiles. Alors d'abord, j'ai remis le lien, vers le site, gouvernemental Ma Cantine. Donc c'est le site, qui a vocation enfin sur lequel tous les restaurants, doivent faire leur reporting, tous les ans. Il y a une campagne de reporting, je crois de janvier à juin, c'était cette année, où, chaque restaurant, doit, heu enfin faire le tour de l'atteinte de ses objectifs. Mais ce site, il a aussi vocation à être un vrai centre de ressources, évolutif dans le temps pour proposer, toutes les ressources qui permettent d'accompagner les établissements, dans la mise en œuvre d'Egalim et notamment on va retrouver un certain nombre, de guides qui sont, développés par le CNRC, le Conseil national de la restauration collective, avec notamment des guides pour les acheteurs, qui sont amenés à passer des marchés publics sur les approvisionnements, des guides sur l'expérimentation du menu végétarien, le plan de diversification protéique ou, des propositions de répartition, des aliments par repas pour répondre aux enjeux de fréquence nutritionnelle. Heu et puis 2 initiatives qui peuvent vous intéresser aussi, c'est, l'opération, Maison, gourmande et responsable. C'est un projet qu'on a en partie accompagné à l'ADEME qui était porté, par, la Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées et l'ADEF Résidence et entre 2019 et
2021 qui a accompagné 500 établissements, 500 EHPAD dans leur transition alimentaire. Et donc, sur ce site-là, vous avez retrouvé une vraie boîte à outils aussi qui est bien spécifique et bien adaptée aux enjeux des EHPAD avec des outils, des retours d'expérience, des bonnes pratiques. Et puis un autre projet dont on n'était pas partenaire, mais qui est porté par l'association Resto-Co, qui s'appelle Repas à l'hôpital, et où ils ont aussi entre 2018 et 2021 accompagné un certain nombre d'expérimentations mis en place par 3 établissements de santé pilotes, 3 centres hospitaliers. Et l'objectif du programme, c'était, enfin des expérimentations, c'était à la fois de réduire la dénutrition, mais en même temps le gaspillage et augmenter la qualité des repas. Donc ils ont fait des retours d'expérience assez concrets aussi que vous pouvez retrouver sur leur site, où ils ont proposé l'évolution de la carte et l'amélioration du service, mais aussi des paniers repas pour les jours de sortie, une proposition de repas à la carte pour les séjours en ambulatoire, où voilà, ils ont essayé de travailler pas mal de choses et il y a des retours d'expérience qui peuvent être utiles. Voilà, du coup, j'ai terminé pour ma part. Je ne sais pas s'il y a un petit temps Oui, d'échange ou si... Ouais. oui, il y a des questions. Tout d'abord, il y a une question concernant le diagnostic et le gaspillage pour tous les ans. Est-ce que c'est à savoir la fréquence? Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure sur la partie gaspillage. Ok, bon. La question d'après, c'est ça concerne les risques par rapport aux dons, euh, par rapport au respect de la chaîne du froid et aux contraintes d'hygiène. Laurent, je pense que c'est ta Alors, partie. ouais, peut-être que Ou- tout ce qui a trait au gaspillage, aux dons, on peut garder les questions pour la partie de Laurence parce que qui va développer spécifiquement ce sujet-là. Donc moi, j'ai pas trop Après, développé. j'ai une question qui dit bonjour, les repas végétariens concernent aussi les IME? Alors, il me semble que les repas végétariens ne concernent pour l'instant exclusivement la restauration scolaire. Donc, pour moi, les IME ne sont pas dedans. Mais c'est peut-être à creuser. Mais pour moi, les IME sont pas concernés par le repas végétarien. Ah, Euh, parce qu'on l'a déjà mis en place, c'est pour ça. Ah, bah alors bon. Alors Alors je vous sais êtes pas, peut-être c'est une... pour ça que je te posais la question. D'accord. Bah alors vous le savez peut-être mieux que moi. C'est vrai que j'ai un doute sur les IME. Ben, si vous avez la réponse, oui, ça serait bien, ça sera un travail en moins. Ok, ça marche. Je note la Mer- question. Merci. et la dernière question, c'est est-ce que Egalim s'applique à la restauration collective du privé? Alors, il y a deux choses. Il y a en fait enfin, on entend, disons que les acteurs privés de la restauration collective, à partir du moment où ils ont un enjeu de service public, ils relèvent bien de la restauration collective publique. Ensuite, la restauration collective privée, elle est aussi concernée par Egalim, mais alors avec, enfin, disons que tous les établissements de santé, comme ils ont un service public, enfin, ils ont vocation à remplir un service public, ils sont bien concernés par ce que j'ai présenté, qui sont les objectifs pour la restauration collective publique. Ensuite, la restauration collective privée, elle a bien des objectifs aussi Egalim, mais qui sont un petit peu différents et notamment avec des échéances plus tardives. D'accord. C'était la dernière question. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la partie de Alba ou on poursuit?
Moi, je voulais faire une remarque concernant les protéines végétales. La problématique quand on évoque les protéines végétales avec des fournisseurs de repas, notamment dans les EHPAD, et que, en fait, très souvent, ce qui nous est proposé, ce sont ces protéines végétales qui sont transformées. Donc, il y a un énorme marché industriel derrière les protéines végétales, et qu'entre le plat de lentilles ou le plat de pois chiches et tout ce qui peut être transformé avec ces produits bruts tels qu'on les connaît et la réalité qui est proposée, je pense qu'il y a un gouffre en termes d'impact environnemental. Ouais, alors tout à fait, hein, effectivement, je l'ai pas évoqué dans les pistes sur enfin dans les leviers qu'on active, mais plus le produit est transformé, c'est clair que plus il a un impact. Après moi, j'ai pas trop connaissance de l'offre, mais après j'imagine ça répond aussi, à une capacité ou non d'un restaurant à cuisiner, enfin voilà et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un enjeu derrière, à favoriser aussi la formation des équipes de cuisine autour de cette, cuisine des légumineuses. C'est peut-être moins ce qui est, appris, classiquement et du coup, peut-être que le fait de se tourner vers ces substituts, enfin ces protéines un peu plus transformées, ça répond aussi aujourd'hui à une problématique de formation, des équipes quoi, pour aller vers des produits un petit peu plus bruts et du coup à moindre impact environnemental et puis aussi, qui coûtent moins cher aussi dans l'approvisionnement. Oui, mais alors Après, justement, dans les recommandations, ça n'est pas vraiment bien précisé que lorsqu'on parle de protéines végétales, on ne rentre pas dans tous ces produits industriels que sont les steaks végétariens, etc., qui ont pour les industriels, qui sont une énorme source de profit. Et par contre, en termes de produits ultra transformés, qui n'apportent pas les qualités nutritionnelles que nos résidents et nos usagers sont en droit d'attendre. Après, si je peux renchérir par rapport à cette question, parce que je suis en contact direct avec les industriels, en général, les arguments qu'ils apportent par rapport à ces typologies de produits, c'est l'enrichissement en protéines. Donc, ça va partir pour des régimes spécifiques, pour des patients plutôt dénutris. C'est vraiment dans cette approche-là qui le valorise. Après, ça reste un marché de niche. Et clairement, pour Egalim, si vous avez la possibilité de travailler des menus végétariens ou végétales en travaillant justement les pois chiches ou les lentilles ou les légumineuses, c'est une approche qui va plus rentrer en compte dans Egalim. Mais derrière, si vous achetez des produits entre guillemets de niche, type des steaks hachés végétariens, c'est des produits aussi que vous pouvez quand même valoriser dans votre démarche. Parce que Egalim, ça reste justement un volume d'achat et ça reste aussi une valorisation des actions concrètes qui sont mises en place. Donc, si pour les régimes de vos résidents, ça permet de répondre à un besoin spécifique, ça peut être une manière de répondre à la loi. Et d'ailleurs, je pense que dans la suite de la présentation, vous aurez plus de détails et vous aurez une personne un peu plus apte à vous répondre sur cette question. Donc, je vais laisser peut-être poursuivre Laurent s'il y a plus de questions sur la partie d'Alba. Sinon, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation et à la fin, il y aura une session d'échange tous ensemble. Je laisse la main à Laurent. Merci. Alors effectivement, je vais compléter donc sur la partie gaspillage, mais on reviendra évidemment parce que enfin, vous l'avez compris, tout est quand même très lié. Et quand on agit sur l'un, souvent on embarque la suite du sujet. Alors donc là, un focus sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors déjà, quand on parle de gaspillage, de quoi on parle? Alors, vous avez là un schéma tout simple. Vous retrouvez en gros chapeau les biodéchets. Donc, dedans, c'est tout ce qui finalement va pouvoir se décomposer naturellement. Donc, c'est de l'alimentaire, mais pas que. On va retrouver les tontes de pelouse, les feuilles mortes, etc. Donc là, on a les biodéchets dans son ensemble. Et à l'intérieur, on a les déchets alimentaires qui comprennent des parties non comestibles, typiquement les os de poulet, les peaux des agrumes, des bananes, etc. On a une partie où ça dépend, ça dépend parce que ça va vraiment être lié, aux pratiques, aussi bien familiales, régionales, culturelles, où on va manger ou pas, la croûte du comté, du Saint-Nectaire, selon la qualité du produit, on va éplucher ou pas, le légume et cetera. Et
la partie en jaune, qui est celle sur laquelle il n'y a pas de débat, qui est la partie qu'il faut absolument réduire, qui est en gros les restes de repas, tout ce qui aurait dû être consommé et qu'on a mal géré, que ce soit en phase de préparation, de distribution ou de consommation. On va revenir là-dessus. Alors, officiellement, il y a une définition qui a été inscrite dans la loi anti-gaspillage économie circulaire de 2020 qui dit que ça concerne toute la nourriture qui est destinée à la consommation humaine et qui à un endroit de la chaîne est soit perdue, jetée, dégradée. Il y a deux choses importantes dans cette définition, c'est qu'on se concentre sur ce qui est produit pour être consommé par l'homme. On ne s'occupe pas voilà, des céréales, par exemple, pour les animaux. On est vraiment pour la consommation humaine. Et l'autre point très important, c'est on parle de gaspillage, quelle que soit l'étape de la chaîne alimentaire où ça a lieu. Donc, c'est évidemment dans les cantines collectives, au foyer, mais c'est aussi dans l'industrie agroalimentaire au moment du process de transformation. C'est au moment de la production, ce qui va être récolté et finalement pas distribué, etc. Et la loi AGEC, elle dit aussi que la France s'engage à réduire de moitié le gaspillage d'ici 2025 pour la restauration collective, d'ici 2030 pour d'autres secteurs. Et ça nous rend quand même très ambitieux parce qu'au niveau Europe, on est plutôt à une échéance de 2030. Donc là, la France se veut assez moteur, justement, compte tenu de l'enjeu, pour agir fortement. Alors, vous allez voir, je ne reviens pas sur les enjeux parce que finalement, on retombe sur des éléments très proches de ce que vous a présenté Alba, des enjeux économiques, environnementaux, des enjeux sociaux, mais c'est globalement les mêmes. Un point important, alors je ne vais pas trop détailler les lois, même si je répondrai à vos questions, mais là, l'idée, ce n'était pas de reprendre point par point toutes les lois, mais je fais un petit focus sur celle-ci que je trouve intéressante parce que, donc déjà, c'est la seule loi dédiée 100% sur le gaspillage alimentaire. C'est même la première loi au monde dédiée au sujet, donc en 2016. Et la loi acte ce qu'on appelle la hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage, qui permet de vraiment montrer les priorités en termes d'action. Et en gros, on considère des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire que les deux premières flèches, les deux premières, à savoir toutes les actions de prévention ou comment faire pour éviter de se retrouver avec du gaspillage, et toutes les actions qui vont permettre de quand même faire en sorte que ce soit consommé par les hommes. Par exemple, le fait de transformer une pomme en compote pour lui prolonger sa durée de vie, ou encore le don alimentaire. Et donc, ce sont que ces actions-là qui sont considérées comme des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, les actions qui suivent, ce sont des actions de valorisation de déchets. Donc, c'est important cette nuance parce qu'en termes d'accompagnement, notamment financier dans certains cas, même si on en a moins maintenant, eh ben, on va pouvoir, sur la partie gaspillage, on est uniquement sur les deux premiers points. Je rentre maintenant sur la question de la restauration collective, qui n'est évidemment pas neutre, puisque vous le savez encore mieux que moi, mais on est à près de 4 milliards de repas servis par an. Donc, c'est autant d'occasions qu'il peut y avoir de gaspiller et ça représente des grandes quantités. Alors, quand on parle de gaspillage alimentaire en restauration collective, souvent, il y a des chiffres qui sortent, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose si on est en restauration d'entreprise, en scolaire ou en établissement de santé. Alors, on voit que les établissements de santé ont des moyennes plus importantes, mais c'est normal. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Quand on est dans ces établissements, on est rarement dans des situations optimales de prise de repas. Je pense notamment dans les hôpitaux. On a des pathologies, on a des prises de médicaments, etc., qui vraiment contraignent la prise de repas. Et en EHPAD, on va avoir d'autres contraintes qui sont notamment des problèmes de déglutition, de dentition, d'appétit, qui ne facilitent pas aussi cette prise de repas. Pour autant, l'enjeu est énorme parce que déjà, il y a des quantités importantes et des coûts importants qui sont liés à ces denrées qu'on cuisine pour finir par être jetées. Et puis, il y a des gros enjeux liés à la santé et au risque de dénutrition qu'il peut y avoir des, des personnes qui fréquentent ces établissements. Alors,
Quelles sont les causes qu'on peut avoir en restauration collective? Elles sont multiples et on voit qu'elles se retrouvent finalement à plein d'étapes. On peut avoir du gaspillage alimentaire dès la phase de conception des menus et des recettes. J'ai participé à un atelier il y a 2 semaines avec que des chefs cuisiniers et en fait, il y a un enjeu fort à bien travailler ces fiches de cuisine parce que c'est là qu'on peut réajuster justement les quantités, ajuster un ingrédient qui fait que ça va plus ou moins plaire. Et ça veut dire s'autoriser à avoir, à écouter le retour des convives et à régulièrement ajuster. Évidemment, la question des commandes avec la question sur les quantités. Je vais revenir sur les quantités juste après. La question de la gestion des stocks, évidemment, on peut vite se laisser attraper par une date limite de consommation qui serait dépassée, par des erreurs de manipulation. On va faire tomber voilà, du fromage râpé par terre, un œuf, quoi. Les préparations, le fait là, cette fois-ci, de surestimer les quantités à préparer, et ça, c'est notamment valable dans des établissements où il peut y avoir des fortes variables de fréquentation. Et puis sur comment on gère les restes, et ça fera peut-être le lien avec la question sur le don. Au moment du service, on a évidemment là des enjeux sur bien adapter les portions aux différents types de convives et de pouvoir être à l'écoute aussi de l'appétit des différents convives. Et selon les formes de service, c'est pas pareil évidemment quand on est en chambre ou quand on est en self. Et enfin, au moment du service, il y a évidemment toute la sensibilisation qu'il peut y avoir vis-à-vis des convives, mais aussi des conditions de prise de repas qui ne facilitent pas. Ça peut être voilà, des questions de goût, peu de temps. On retrouve beaucoup de ça dans le scolaire. Et alors, normalement, j'ai une petite animation, voilà. Sur les établissements de santé, on a beaucoup travaillé avec les établissements de santé là dans les dernières années et donc j'ai fait un petit focus pour regarder justement où, en chirurgie et en maternité, on a régulièrement la première cause de gaspillage, c'est qu'il y a des patients absents du service car ils sont sortis de l'établissement et c'est pas forcément prévu ou en tout cas, il y a un turnover très fort et ou alors ils sortent le matin, il y en a qui arrivent l'après-midi et finalement le repas est quand même prévu, le midi. Et en court séjour de gériatrique et EHPAD, là, il y a des quantités qui sont trop importantes parce qu'en général, les portions prévues dans le GMRCN, et ça va me faire une transition, sont souvent, trop importantes. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort nettement dans les établissements de santé. Alors justement, alors pardon, mon animation, hop, ça pêche un petit peu, voilà. Alors, j'ai été accueillie, très aimablement dans les locaux, du CHAPP et du coup, en discutant avant le webinaire, on est revenu sur la question du fameux GMRCN. Alors, j'ai rajouté une diapo au dernier moment, mais ça me donne l'occasion de vous en parler. Alors, a priori, tout le monde connaît. On est sur un guide qui est fait pour accompagner les acheteurs dans les achats publics ou les achats d'une manière générale. Il existe des GEM, donc des groupements d'études de marché, pour toutes les catégories d'achats. Donc, on va avoir aussi bien sur les fournitures de bureau que sur les véhicules, que sur la nourriture. Du coup, c'est vraiment un cadre général qu'il faut prendre justement, qu'il faut savoir adapter. Et cette GMRCN, il fixe des règles de fréquence, et là on est bien sur quelque chose d'imposé, avec des grammages qui sont proposés. Concernant les grammages, on est uniquement sur des recommandations, et ce sont des recommandations qui sont apportées par type de convives en fonction des âges notamment. Et il faut savoir que c'est plutôt des grammages qui sont plutôt, on va dire, généreux. Ça revient aux établissements, aux collectivités, mais à tout acheteur d'adapter ses grammages aux besoins et surtout à ce qu'il a observé dans ses pratiques, dans son établissement. Et ça fait le lien, je n'ai pas fait de slide dédié, mais ça fait le lien avec l'obligation de diagnostic. Donc, depuis 2020, tous les établissements publics, privés doivent réaliser un diagnostic de leur gaspillage alimentaire. Et ça, c'est la seule possibilité d'estimer et de réajuster ces quantités. Parce qu'on ne peut pas, vraiment d'un établissement à l'autre, ça varie systématiquement. On ne peut pas faire de copier-coller. En fonction, voilà, les personnes qui cuisinent et les personnes qui mangent sont toujours différentes et ce qui fait que c'est rarement exactement la même chose.
Je vais passer aux exemples de ce qu'on peut faire. Et évidemment, après, je répondrai à vos questions. Donc, sur les pistes d'action. Alors, vraiment, chaque cas est différent et certains vont cuisiner sur place, d'autres vont se faire approvisionner par un prestataire ou par une cuisine centrale en liaison chaude, en liaison froide. Donc, évidemment, déjà, on voit déjà qu'on n'aura pas les mêmes actions à mettre en place. Il y en a qui sont en autogestion avec un personnel dédié propre à l'établissement et d'autres qui se passent par un prestataire de service. Donc là aussi, on voit que dès qu'on passe par un prestataire, on est lié par un contrat. Et qui dit contrat dit derrière une difficulté de revenir dessus. Donc typiquement, si on met des quantités dans le contrat qui nous lie avec le prestataire, ça va être très dur pendant les années du contrat de les modifier. Donc ça, il faut être très vigilant au moment de la rédaction des contrats pour bien dire qu'il faudra réajuster au fur et à mesure du contrat, on peut dire on peut mettre des fréquences, etc., en fonction des résultats des diagnostics du gaspillage. Et aussi, ça ne sera évidemment pas la même chose, pas les mêmes recommandations, pas les mêmes actions, selon si on est sur un service à table, en chambre ou en self. Ensuite, on va avoir différents types d'actions. On va être par exemple sur des modifications de pratiques internes ou sur des procédures. Donc là, c'est des diététiciennes qui disaient, j'ai réussi à faire passer les portions de légumes de 200 à 150 grammes en EHPAD parce que c'était beaucoup trop gros. Là, j'ai un travail en cours sur la production des week-ends parce qu'en fait, on prévoit les mêmes types de menus, mais en fait, je n'ai pas du tout les mêmes effectifs en cuisine. Du coup, on se laisse déborder et puis on finit par faire des choses qui sont moins appréciées. Voilà. En fait, ce que je vous dis, hein, c'est bien évidemment souvent un peu des évidences, mais ça nécessite de prendre le temps, de prendre du recul, de se poser avec les équipes pour justement, en fonction des résultats du diagnostic, se dire, ah, c'est plutôt là en amont que ça ne va pas, plutôt en salle, etc. Le fait de vouloir simplifier les menus, par exemple, là, dans un hôpital, on a actuellement des menus à la carte avec beaucoup de choix qui complexifient la production. On peut avoir des projets qui impliquent plusieurs acteurs, typiquement les médecins, la production, les personnes qui font le service, etc. Donc ça, à un moment donné, pareil, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et on ne coupera pas de la sensibilisation, de la communication et de la formation. Ça a été dit sur la question des menus végétariens, mais c'est sûr, évidemment, que quand on a des professionnels qui n'ont pas, enfin, qui sont de la génération pour lesquels le végé n'était pas du tout une obligation, il faut réapprendre ça pour que ce soit équilibré. Et l'équilibre, il se fait à l'échelle de l'ensemble du menu, pas que sur le plat principal. Et donc là, on a aussi un exemple c'est important d'agir, par exemple, en self-service pour comprendre qu'on ne peut pas avoir la même offre à 11h30 qu'à 13h30, évidemment. Sinon, à 13h30 ou à 14h, on a beaucoup de gaspillage. On a plusieurs pas de temps possibles. On peut avoir des actions très rapides. Par exemple, alors ça, c'est quelque chose qu'on voit plus en scolaire, mais on le voit aussi en EHPAD, c'est le fait de mettre en place un gâchimètre. Alors, en gros, c'est ce qu'on voit à droite, c'est un bac transparent sur lequel tous les jours, on va venir déposer le pain qui reste. Alors, c'est une action qui est très, on va dire, symbolique, parce que bon, c'est pas en agissant sur le pain qu'on résout le problème, mais on est tous attachés à la question du pain et c'est un aliment qui est facile à manipuler. Du coup, c'est une première action qui peut être intéressante et qui surtout permet à tous on peut tous être acteurs du fait de mettre le pain dedans, de se rendre compte, ah oui, j'aurais peut-être pas dû le prendre, en effet, j'en avais pas forcément besoin. Et puis, c'est très visuel. Et puis, alors, le petit logo gâchimètre de pain, point d'interrogation, c'est parce qu'on a mis en ligne un tuto pour pouvoir faire un gâchimètre à moindre coût. Des actions à moyen terme, donc là, on peut avoir des journées ou des actions, enfin des semaines de sensibilisation. La journée nationale, c'était le 29 septembre, c'est même devenu une journée internationale. Hier, c'était la journée nationale de l'alimentation durable. Bref, il y a souvent des occasions. En novembre, il y aura la semaine européenne de réduction des déchets. En avril, il y a la semaine de développement durable. Enfin, les occasions ne manquent pas pour se raccrocher à des opérations d'envergure plus large. On peut mettre en place des partenariats avec des associations d'aide alimentaire, on pourrait y revenir, mais donc ça, effectivement, il faut trouver l'asso qui est prête à venir tel jour, à telle fréquence. Et pourquoi pas, pour le self, mettre en place la réservation des repas. Ça, on est assez persuadé que c'est un des leviers, pardon, de réduction du gaspillage alimentaire.
Et puis à plus long terme, on revient sur les questions de formation, le fait de réviser les cahiers des charges, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les prestations de repas, et travailler avec les groupements d'achat sur les approvisionnements pour travailler sur les quantités versus, enfin, en tant qu'à faire, en pouvant réinvestir sur la qualité. Et ensuite, on a plusieurs degrés de facilité. Alors, on va commencer par, très simple, par exemple, sur du self, couper ou sur des services à table même, mais couper le pain au fur et à mesure des besoins, plutôt que de couper à l'avance, tous les morceaux de pain et de les mettre sur les tables. De pouvoir tester différents emplacements pour les corbeilles de pain. Le fait de découper les fruits frais, pour certains, ça peut être difficile à manipuler, difficile à mettre en bouche. Donc ça aussi, ça je pense que vous connaissez bien, il y a eu beaucoup de travaux sur, le manger main et sur, l'appréhension des aliments. Pendant les repas, de pouvoir expliquer le menu, de pouvoir, notamment quand on a fait des efforts de qualité pour pouvoir présenter, d'où il vient, si on a la chance d'avoir un fromage local, fermier, de pouvoir, dire d'où il vient, la proximité et cetera. En général, ça touche les convives. Adapter les quantités aux fins, évidemment. Sur la préparation, redéfinir les portions, tout ça je l'ai dit, travailler le nombre de composantes, ça c'est une possibilité, mais toujours à l'échelle du menu. Revoir les menus en fonction de leur popularité et de la saisonnalité, ça fait le lien avec ce qui a été présenté avant. Élaborer des menus envisageant des réutilisations possibles dans la semaine. Typiquement, si on a eu des patates, des pommes de terre, pardon, le lundi, on peut envisager un potage avec les restes avec les excédents de production le mardi, etc. Et puis, un autre exemple, échanger de poste avec un autre établissement pendant une semaine. Alors une semaine, c'est beaucoup, déjà une journée. Mais alors à chaque fois qu'on a eu des retours d'expérience de ce type, en fait, c'est là où on se rend compte de: «Ah mais oui, mais moi je fais jamais ça, mais c'est juste parce que j'y ai pas pensé ou parce que je suis pas organisée pour» et en fait ça c'est hyper malin. Enfin, c'est en partageant et c'est aussi l'objet de ces webinaires-là, qu'on peut se rendre compte de petites choses qui peuvent faire, la différence. Je poursuis. Alors, j'ai pris un extrait justement, ça c'est justement quand on participe aux échanges. Donc là, on est sur le centre hospitalier de Montdidier, où là, il a fait une évolution des menus en passant à 4 composantes en repas du soir, voire 3 au choix. Donc c'est vraiment, il s'est adapté aux besoins et on est pour le coup uniquement sur les repas du soir, mais parce que systématiquement, il y avait toujours une composante qui n'était pas consommée. Il a fait une réduction du plat de résistance. Parce que là aussi, les portions étaient trop importantes et avec la proposition, souvent en dessert, de quelque chose d'un peu, plus, complet, enfin au sens, voilà, rassasiant, pour compléter et en contrepartie, il a mis en place une collation de nuit qui est possible et tout ça, ça a été validé avec le clan et le conseil de vie sociale, qui intègre, les familles. Je continue sur, les exemples. Évidemment, on a vu qu'on avait différents pas de temps, différents niveaux de difficulté, évidemment différents niveaux de coûts. On peut faire réaliser, un logo, anti-gaspi ou un slogan, alors pardon, ça a été coupé la phrase, mais par les équipes, bon ça peut se faire, tout simplement. On peut faire un film de sensibilisation, où on peut valoriser aussi ce qui est fait, en faisant, des formats petits micro-trottoirs avec les convives et cetera. On peut acquérir des tables de tri et on peut aller jusqu'à droite, où on a carrément une caméra embarquée sur, les chariots qui permet, systématiquement à la fin du repas d'estimer, ce qui n'a pas été consommé et ça vous envoie dans des tableaux de reporting et cetera. En tout cas, maintenant, on est, de plus en plus outillés sur la question du gaspillage et toujours dans les idées de coût, ça peut être de changer de vaisselle pour avoir des petites et des grandes portions, notamment sur les selfs, avoir des vaisselles plus sympathiques, attractives, et s'équiper dans les cuissons de basse température, ça je pense que c'est de plus en plus, généralisé, et c'est vrai que ça joue sur la qualité de ce qui est cuisiné et puis sur des équipements de maintien en température. Pardon, j'ai été trop vite. En résumé, sur, les établissements, hospitaliers, on a 3 niveaux d'action. Ce qui se passe en phase de production, où là, va falloir absolument impliquer, les chefs, enfin le chef, le gestionnaire et les diététiciennes, pour notamment travailler sur les quantités commandées et adapter les menus. Au moment du service, là, on est sur, la phase de mise en place
de l'assiette ou du plat. Et la phase de distribution, là, on implique le personnel de cuisine et d'accompagnement. Surveillance, ce n'est pas adapté pour votre secteur, mais en tout cas d'accompagnement. Et là, il s'agit de modifier des modes de préparation, voire de cuisson et les quantités servies. Et enfin, en salle, de pouvoir accompagner et associer les convives, les patients et les professionnels du site. Et là, on est vraiment sur de la sensibilisation. Je termine la partie sur la boîte à outils qu'on propose. Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, maintenant, sur le gaspillage alimentaire, on a plutôt un foisonnement et c'est même un peu difficile de s'y retrouver. On a un site que je remettrai à la fin qui s'appelle Optiged, qui est un peu notre boîte à outils à nous, enfin notre centre de ressources plutôt, sur tout ce que Alba et moi avons pu vous proposer. Et notamment en matière de gaspillage, on a pas mal d'outils qui sont proposés pour faire votre propre diagnostic. Évidemment, vous pouvez faire appel à des bureaux d'études. Il y a aussi de plus en plus d'outils en ligne qui sont très bien faits. Je vais en citer un tout à l'heure. Et là, on a ensuite, alors là, c'est une capture d'écran des choses sur les établissements scolaires, mais on en a aussi, alors pardon, je saute, sur les établissements de santé et notamment entre 2020 et 2022, on a fait un partenariat avec la FNACPA et tout un ensemble de fédérations des établissements médico-sociaux où on a accompagné 500 maisons de retraite pour travailler sur 2 enjeux, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la lutte contre la dénutrition. Et c'était particulièrement intéressant de combiner les 2 enjeux parce que le risque, ce serait de travailler l'un avec une mauvaise répercussion sur l'autre. Et du coup, là, on a mis en place des outils d'autodiagnostic pour les EHPAD. Donc on voit, là, c'est des captures d'écran, donc vous pourrez aller retrouver ça sur le site maison-gourmande-responsable.org. Vous pouvez vous évaluer. Vous avez des propositions d'enquête de satisfaction au moment des repas, des outils de calcul des différentes gammes, des tutoriels de pesée et des tableaux et affiches de pesée, et tout un travail sur la dénutrition. Il y a beaucoup de vidéos et beaucoup d'outils. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. C'est vraiment pour ça qu'on a fait ce partenariat, pour pouvoir vous proposer des outils adaptés. Tout à l'heure, on a parlé du GMRCN et justement, là aussi, en formation, je me souviens, donc là, ça date un petit peu, mais on m'avait alpagué en fait en disant mais quand est-ce que l'ADEME va écrire noir sur blanc que le GMRCN, c'est pas obligatoire? C'était une diététicienne qui m'interpellait et qui disait moi, on ne croit pas, mon responsable ne croit pas. Enfin, j'ai beau lui dire, il ne veut pas m'écouter. Et du coup, en partenariat avec Amorce, qui est un réseau qui accompagne les collectivités sur les déchets, l'énergie et l'eau, on a fait un guide qui a le mérite en fait d'avoir tout un bloc juridique très solide sur lequel vous pouvez vous appuyer et des retours d'expérience. Alors c'est vrai qu'on est plus sur de la collectivité, mais on est quand même à chaque fois sur des exemples d'ajustements qui ont été faits dans les contrats d'achat. Donc ça peut vous donner des idées et on évoque aussi tous les leviers contractuels. Je termine par des exemples de ce qui s'est fait sur le terrain. Donc, j'ai essayé de chercher là, avant la présentation des exemples récents. Et on a notamment accompagné en région Occitanie 3 établissements avec, donc l'expérimentation s'appelait Mieux manger, mieux soigner, moins gaspiller, avec cette fois-ci l'outil OptiGaspi que certains connaissent, qui est vraiment un outil qui a été construit pour les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Et donc là, si on les a accompagnés, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on n'aide pas à l'ADEME, ce qui est obligatoire. Du coup, comme les diagnostics maintenant sont obligatoires, on ne peut plus vous accompagner. Mais là, on a pu accompagner le fait de tester une méthode d'accompagnement dans les établissements hospitaliers pour voir qu'est-ce qui marche pas, jusqu'où on pouvait aller. Et donc, ça, c'est un travail qui s'est fait sur 2 ans. Donc, avec le clan, il y a eu des remplissages d'indicateurs. Enfin, c'est forcément, ça mobilise, hein. Un certain nombre de pesées avant, pendant, après et la rédaction d'un plan d'action corrigé et des pesées finales. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous pouvez retrouver alors là, j'ai fait un petit extrait d'un résultat sur un établissement. Alors je suis masquée par, pardon, je ne vois pas ce que voilà. Donc là, on est sur les pesées d'un établissement de mémoire, un EHPAD, où on voit que
il y a une différence entre les restes de plats et les restes assiettes. On voit que c'est plus les restes de plats, donc c'est les excédents produits qui sont gaspillés. Et on voit qu'entre la première pesée et la deuxième pesée, il y a déjà une baisse sensible. Donc ça, c'est évidemment pour vous encourager, mais dans cette expérimentation, on a aussi des cas où c'était pas, ça baissait pas. Et c'est un enseignement en soi parce que selon justement comment ça a été fait, si ça a mal été accompagné, mal expliqué, eh ben, c'est pas forcément à tous les coups. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et si je poursuis, alors il me semblait, pardon, j'ai du mal à, à faire bouger mon. Ah, excusez-moi. Non, et dernier exemple que vous pouvez retrouver aussi en ligne. Là, c'est dans le cadre d'un projet européen, c'est l'établissement hospitalier de Niort qui a fait tout un énorme travail sur la question de l'économie circulaire alimentaire. Donc, c'est aussi bien de la prévention, mais c'était aussi sur la partie gestion des biodéchets, où ils ont pris les choses à bras-le-corps. Et là, il y a aussi beaucoup d'outils et une vidéo que je trouve très intéressante dont l'extrait est ici. Donc, je me rends compte que le lien n'est pas affiché, mais si vous tapez CH Niort, vous le retrouvez assez facilement en ligne. Et pareil, c'est pour vous illustrer, c'est plus simple quand c'est voilà, des professionnels qui vous donnent des exemples. Ce qui a pu être fait et toujours la complémentarité d'action qui fait que ça fonctionne. Et je m'arrête là, si je ne me trompe pas. Et avec je remets le lien d'Optijet, vous pouvez retrouver à la fois les éléments qu'Alba vous a présentés et les miens. J'enlève le partage d'écran pour avoir une meilleure vue. Merci beaucoup, Laurence. On a quelques questions sur ta partie. Des gens nous demandent est-ce que les chiffres prennent-ils en compte les retours des plateaux? Ça, c'était Toujours. OK. Les chiffres qu'on présente, c'est toujours à la fois production, distribution, service, reste assiette. Après, on nous demande pour quelle fréquence effectuer le diagnostic. Alors ça, la loi ne dit rien. La loi dit juste réaliser un diagnostic du gaspillage alimentaire. En fait, l'idée du législateur, c'était que tant qu'on n'a pas fait cet exercice, on ne saura pas quoi mettre en place comme action. Et après, l'idéal, c'est de pouvoir refaire cet exercice-là, à mon sens, une fois par an, parce que c'est là où on va pouvoir réajuster, tout simplement, et puis que la routine se met vite en place. Donc, enfin, l'idéal, c'est de faire un premier diagnostic tant que rien n'a été fait. On met en place des actions, par exemple, au bout de 3 mois ou 6 mois, on regarde. Là, si les résultats sont bons, on se dit qu'on on va refaire un diagnostic tous les 6 mois, tous les ans, mais voilà, je dirais à minima une fois par an pour pouvoir avoir quand même un indicateur dans le temps. Et bon, après, on a une remarque sur les IME qui gaspillent pas mal suivant les repas. Là, ce que je vous propose, c'est de laisser intervenir Delphine et de refaire un tour après son intervention. Delphine, tu es là? Je suis là. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bonjour à tous, donc Delphine Tatelot, je suis responsable sur la partie restauration au sein de la CAP. Je me permets cette intervention purement parce que avant d'intégrer la CAP, j'étais purement opérationnelle, donc que ça soit sur la restauration en autogestion ou en externalisation. Et ça permet de reprendre tout ce qui a pu être dit par l'ADEME. Et pour faire vraiment ce retour d'expérience face à ce gaspillage alimentaire. Donc, au préalable également, je suis diététicienne. Donc, effectivement, quand on fait nos études de diététique et qu'on met en place au sein de la restauration collective, on a en tête le GEMRCN et qu'il faut appliquer autant les fréquences que les grammages et qui peut être purement mise en porte-à-faux par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, c'est un travail qui doit être fait en collaboration avec toutes les parties prenantes de la restauration. Donc, autant si vous avez des commissions de restauration ou des médecins nutritionnistes sur place, qu'avec le chef de cuisine, qu'avec celui qui passe les commandes, mais ça permet de mettre bout à bout que on peut permettre à
un gaspillage alimentaire moindre si on apporte de meilleurs produits et une meilleure production des repas. Et j'entends par là que le fait, comme ça a été affiché, d'avoir un menu à 4 composantes plutôt que 5 est parfois plus salutaire qu'avoir un menu à 5 composantes qui n'est pas consommé. Et qu'il faut vraiment être dans cette communication et d'essayer pas avoir d'appréhension face à ce changement parce que, il y a eu plusieurs, actions sur, la restauration collective qui a mis à mal la restauration, collective, qui pensent que si on retire un produit, on affame, les, bénéficiaires. Mais il faut bien comprendre que si on apporte une meilleure alimentation et qu'ils consomment la globalité de leur alimentation, bah, on les nourrit et que tous leurs besoins nutritionnels sont accordés. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans, le fait de retravailler des menus, le fait de mettre des protéines végétales à l'intérieur. Effectivement, c'est plus compliqué à travailler, mais qu'il existe des recettes qui sont plus ou moins simples ou qui permettent une meilleure absorption des repas, comme par exemple la salade grecque feta qu'on entend tous, et qu'on connaît tous avec concombre, tomates. Si on ajoute des pois chiches à l'intérieur, ça permet d'avoir cet apport de protéines, de légumineuses et de protéines végétales qui permettent une consommation différente et une vision différente du repas. Donc c'est vraiment mis bout à bout toutes ces petites, astuces, toute cette petite compilation qui permettent, d'avoir bah, un impact sur le gaspillage alimentaire. Voilà, c'était mon retour d'expérience. Merci à tous. Ouri, je te laisse la parole. Merci Delphine. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir aussi sur la remarque par rapport à l'offre végétarienne des industriels, notamment par rapport au steak haché, pois chiches, de ton point de vue Oui, de diététicienne? bien sûr, c'est qu'effectivement sur, l'apport en protéines végétales, il est difficile et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment un marché de niche où tout industriel essaye de s'y engouffrer et de capter l'attention de tout le monde par rapport aux protéines végétales. Mais tout dépend de votre restauration sur place. C'est que si vous avez on n'ira pas de la même façon sur une cuisine faite maison que sur une cuisine où on ne peut pas tout faire maison. Donc, les protéines végétales sont à double tranchant selon si on peut ou pas cuisiner. Si on ne peut pas cuisiner, les industriels arrivent de plus en plus à faire quelque chose de plus sain, de mieux pour tous ceux qui le consommera, plutôt que je dirais 10 ans en arrière. Mais que si on peut travailler les produits maison, c'est meilleur. Quoi qu'il arrive, la nourriture maison est meilleure, mais qu'il ne faut pas forcément faire barrière aux steaks végétaux des industriels, car vu qu'il y a quand même un enjeu environnemental et un enjeu nutritionnel, ils mettent tout en œuvre pour que ces produits-là soient le plus satisfaisants possible au niveau de l'alimentation. Merci beaucoup Delphine. Ce que je propose, c'est qu'il nous reste 10 minutes pour échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laurence et Alba, vous pouvez peut-être vous remettre vos micros et vos caméras. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. C'est pour savoir si le diagnostic alimentaire est-il obligatoire. Du gaspillage? Oui. Oui, oui, il est obligatoire pour tous les établissements de restauration collective. Après, comment ça se fait? C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de contrôle, mais ce qui peut arriver, c'est que l'INSEE envoie une enquête obligatoire sur les déchets, et je crois que c'est tous les 4 ans, mais de manière aléatoire aux établissements. Et dans cette enquête, il y a dorénavant une question sur le gaspillage alimentaire. Donc, à tout moment, vous pouvez être amené à rendre des comptes. Bon, ça, c'est pour la partie réglementaire, mais pour autant, l'idée de cette loi, c'est bien de vous obliger à avoir cette photographie pour prendre conscience et identifier les leviers d'action. Ok, merci. Bon. Après, la question de la fréquence pour ce diagnostic, je pense que tu y avais déjà répondu.
C'était tous les 1 mois à peu près. Non, non, non. Mais- Alors, il n'y a aucune obligation, c'est écrit nulle part. C'est plus, il faut trouver son rythme opérationnel en fonction de si. En fait, dès qu'on va tester des actions, ça peut être intéressant de refaire un diagnostic pour voir ce qu'il en est. Moi, je dis que à minima, tous les ans, ce serait bien. Mais voilà, ça peut être plus fréquemment en fonction de ce qu'on souhaite observer. Ok. Euh, Alors, il y a une question sur comment peut-on faire un diagnostic de notre offre des produits locaux et bio? Là, il y a pas mal d'outils pareil en ligne. On en recommande sur Upchat qui vous aident justement à avoir un outil de suivi, mais vous allez forcément devoir suivre vos approvisionnements. Oui, Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, hein. Il faut retracer pour avoir les labels, pour pouvoir suivre ça. en Donc ça, fait, c'est... Ouais, vas-y. peut-être oui, là-dessus, sur les outils, le mieux, c'est enfin, à partir du moment où vous avez l'obligation de faire un reporting sur Egalim, il y a 2 choses sur Egalim. Il vous propose un tableur en fait que vous pouvez récupérer où vous avez la part des différents types de produits. Alors pas les produits qui en plus ils distinguent. En gros, vous avez une répartition par label et du coup ça vous permet aussi d'avoir bien en tête tous les labels qui sont éligibles parce que parfois on a des mauvaises intuitions. Enfin, par exemple sur la pêche durable, il y en a beaucoup qui pensent que le label MSC fait partie des labels Egalim, c'est pas le cas. Donc, ça vous permet d'avoir la liste des labels qui sont bien éligibles. C'est rappelé dans le fichier Excel. Et à chaque fois, il y a une répartition entre 2 sous-colonnes, en fait, entre produits locaux et non locaux. Et ensuite, ça, c'est une chose. Vous avez cet outil-là. Et la Et plateforme c'est propose l'outil aussi. Ma Pardon? Cantine. C'est que tu as dit C'est Egalim, sur c'est le l'outil site, Ma pardon, Cantine. sur le site Ma Cantine, ouais, donc le site officiel pour le reporting. Et il vous propose aussi de faire un reporting directement sur l'interface, en fait, régulièrement. Et du coup, enfin, tous les ans, vous le faites sur l'interface et puis enfin, voilà, vous avez vos pourcentages par produit aussi. Après, pour tous les adhérents de la CAP, vous avez accès vous pouvez faire la demande à vos fournisseurs principaux. Et en fin d'année aussi, nous, on a une offre avec un partenaire qui s'occupe de faire le diagnostic et l'état des lieux pour vous. Donc, c'est une offre qu'on met un peu en avant mars. Il me semble que c'est le 31 mars, la date limite de la prochaine déclaration. Je vais Et laisser la peut-être parole. juste en complément, parce que c'est vrai que ma cantine, enfin, il y a le reporting par ceux qui sont directement en charge du reporting. Pour autant, même si vous créez pas de compte, vous avez accès à cet outil, à ce fichier. Même si vous n'êtes pas en charge du reporting Egalim dans votre établissement, vous pouvez quand même récupérer le fichier, enfin l'outil de suivi de vos approvisionnements. On va laisser la parole à Karine qui lève la main. Oui, bonjour à tous, merci. Donc moi, je travaille dans une institution, c'est l'IME. Ce sont des enfants handicapés. On a mis en place Egalim, on n'a pas tout mis parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Nous, tout ce qu'on a mis, c'est les yaourts et le fromage bio. Et donc voilà, c'est assez compliqué à mettre ça en place, vu qu'actuellement, avec la conjoncture, eh ben, les tarifs augmentent. Et il y a aussi, quand on passe commande aux fournisseurs, alors on peut très bien avoir les aliments qu'on a besoin et des fois, ils sont en rupture. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je me dis, avec des enfants handicapés, est-ce que c'est vraiment obligatoire, Egalim? Alors oui, c'est obligatoire pour tous. Pour autant, enfin les premiers résultats, enfin les premiers bilans qui ont été transmis par le ministère et qui sont issus du reporting Ma Cantine montrent que enfin, personne, enfin, en gros, la grande majorité des établissements ne sont pas encore aux objectifs. Donc, je pense que tout le monde a conscience du fait que tout le monde est en train de se mettre en ordre de marche et qu'il va y avoir un petit temps pour se mettre en conformité. Mais c'est bien Mhm. obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Mais je pense qu'il y a une petite tolérance enfin, voilà, sur les premières années, le temps que tout le monde mette en place les bonnes pratiques. Et effectivement, on voit bien que derrière, ça va impliquer côté fournisseur
adaptent aussi leur offre et qu'ils la fassent évoluer. Donc, enfin, vous n'êtes pas les premiers à remonter ça, le fait qu'effectivement, dans les fournisseurs, ils n'ont pas toujours une offre qui permet de répondre aux enjeux. C'est vrai aussi pour la pêche, ça remonte souvent aussi que sur la pêche, trouver du poisson écolabel, C'est ça. c'est pas toujours si simple et qui en plus, avec des objectifs sur la pêche qui sont assez ambitieux à partir de 2024. Donc on s'attend aussi à ce que, enfin voilà, les fournisseurs s'adaptent, adaptent leur offre à ces objectifs aussi. Ouais, c'est pas évident vu qu'on a un budget à respecter. Si on explose le budget, à la fin de l'année, on mange des pâtes. C'est façon de parler. Au Écoutez, je vous quotidien. remercie beaucoup. Merci. Si je peux faire une intervention sur ce point-là, c'est qu'effectivement, avec la conjoncture de l'inflation et les budgets alloués à la restauration, qu'importe la structure, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais qu'on peut complètement y arriver. C'est mine de rien, selon les mois et selon ce qui peut se produire, qu'on on a plus la main qu'on est en restauration, en autogestion, mais parfois le bio reste moins cher ça dépend complètement des produits et des mois, mais le bio peut être moins cher sur certaines gammes alimentaires et qu'on peut, mis bout à bout, laisser qu'une catégorie d'aliments en bio ou retravailler les menus, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour le médico-social ou le sanitaire, mais c'est ce travail de menu qui est important. C'est pas juste mettre en place des produits bio, mais c'est la globalité et toute la mise en œuvre de l'amont à l'aval. Il faut pas juste acheter préférentiellement si on reste sur la même gamme et que notre gaspillage alimentaire est aussi important. Ça vous fait perdre de l'argent et ça fait perdre vraiment tout le maillon de la chaîne. L'important, c'est déjà à la base retravailler les menus, restructurer la composition des repas et mis bout à bout en retravaillant votre offre alimentaire avec votre fournisseur et en retravaillant certaines gammes, ça permet de remettre en place quelque chose de plus serein et de plus équilibré financièrement. Oui, oui, c'est ce qu'on fait actuellement. On a une nutritionniste, donc elle est spécialisée dans les enfants. Et donc, on est suivi avec elle. On a un menu adapté. Donc, on a vraiment. Mais c'est vrai que des fois, on se retrouve avec une rupture qu'on n'a pas, que les fournisseurs ne peuvent pas nous fournir. Donc, on essaye tant bien que mal. Je sais pas, moi, le chou-fleur, ils sont en rupture. Eh ben, on va prendre autre chose qui ressemble, quoi. C'est comme les féculents, c'est pareil. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, je suis d'accord avec vous. On va mettre ça en place. De toute manière, on va pas se faire ça en un jour. Donc, on fait ça tranquillement. Mais merci pour votre réponse. Et peut-être en complément, alors enfin, ça va dans le même sens de ce qui vient d'être dit, hein, mais sur, l'impact, de la mise en place d'Egalim sur les coûts de la restauration collective. Nous, on vient de publier une étude, alors qui concernait la restauration scolaire, mais pour autant, je pense que les résultats, on peut aussi, enfin voilà, ils sont aussi intéressants pour, la restauration, dans les établissements de santé, où en gros, on regardait, l'impact sur les coûts lorsque à la fois on active en même temps, les produits, enfin on atteint les 20 de produits bio, on réduit le gaspillage alimentaire. Alors on a pris des hypothèses plutôt de 20 mais avec, de réduction du gaspillage, mais aussi des hypothèses où on allait un petit peu plus loin et on avait aussi du coup le repas végétarien qui permet aussi de réduire, les dépenses, liées à la consommation de viande puisqu'on était dans le secteur de la restauration scolaire. Mais on voyait que en activant ces leviers, simultanément, on restait dans un surcoût, assez modéré. Les coûts augmentaient globalement de 5. Alors voilà, c'est pour la restauration scolaire, donc il y a le repas végétarien et en plus, c'est des résultats, avant inflation, mais on avait voilà une augmentation des coûts assez modérée et du coup, c'est vrai que, ça rejoint le message qui a été dit, hein. Ça c'est le fait que les coûts n'explosent pas, c'était lié à 2 choses. C'était, enfin voilà, la première, c'est effectivement qu'on active les leviers tous ensemble et aussi parce que voilà, le coût des denrées ne représente qu'une part des coûts, de la restauration. D'accord, merci. Bon, on va peut-être conclure la session s'il n'y a plus de questions. Il y a une demande concernant
concernant il demande la liste des obligations par rapport à la restauration collective. Je pense que le support les liste déjà. Donc, Oui, il y a une slide qui reprend. Ouais. voilà, vous l'aurez par la suite. Peut-être je vous laisse dire un mot de fin avant de conclure à toutes les deux. Et en tout cas, merci pour cet espace d'échange parce que c'est grâce à ça qu'on peut aussi diffuser au maximum les enjeux et les outils disponibles. Moi, j'ai conscience qu'il y a un foisonnement d'outils et que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de vous faire des petits focus et pas hésiter à faire du partage d'expérience, au moins à l'échelle régionale, ou de profiter des espaces comme les projets alimentaires territoriaux pour échanger et se rapprocher des producteurs et des différents maillons de la chaîne, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et rien de plus à ajouter pour ma part. Je souscris à ce qui vient d'être dit par Laurence. Et puis, je note juste la petite question spécifique sur les IME et est-ce qu'ils ont l'obligation de répondre à cette exigence sur les repas végétariens. Je pense que non, mais je recreuserai la question puis je renverrai la réponse à Ouri du coup pour qu'elle puisse vous la transmettre. D'accord, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie pour l'intérêt porté à ce webinaire. Je remercie aussi mes intervenants. J'espère qu'on aura répondu à vos questions et surtout, prenez le temps de répondre au sondage parce que ça nous permet à nous d'établir les thématiques ou voir comment on peut mieux vous accompagner. Donc, c'est très important. Si vous voulez qu'on aborde Egalim sous un autre aspect, je fais référence potentiellement à l'aspect de l'accompagnement par rapport justement à la valorisation des achats. Vous pouvez faire la demande. C'est vraiment, en guillemets, avoir vos retours d'expérience et vos ressentis. Ça nous permet aussi de mettre en place des sujets importants pour vous. Et oui, je vais vous transmettre le support, pas potentiellement aujourd'hui parce que je pense qu'il y a quelques modifications qui seront apportées, mais peut-être dans la semaine. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience et puis je vous dis merci. Et on va conclure la session. Au revoir, avec plaisir. Merci à vous. Merci Bonne beaucoup. continuation. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir.